Nous venons d'avoir une rencontre entre les deux délégations de la Margarita conduite par Francesco Rutelli et de l'UDF pour faire un pas de plus dans la fondation du courant politique que nous voulons bâtir, un courant politique pro-européen au centre de la vie politique européenne. Les résultats qui ont été obtenus dans ces élections européennes montrent qu'il y a une attente des citoyens européens et, si j'ose dire, une double attente. Premièrement, partout où les idées européennes ont été défendues, elles ont marqué des points dans l'opinion. Et au contraire, le fait qu'elle n'ait pas été assez défendue a permis aux eurosceptiques de marquer des points. Nous voulons reprendre le drapeau de ceux qui croient à l'Europe, qui y croient fermement et qui veulent la défendre devant leurs opinions publiques. Nous assumons ce projet historique. Et au moment où l'Europe est à un carrefour, nous sommes décidés à reprendre l'inspiration des fondateurs de l'Europe, à la reprendre sur deux points précis. Le premier point, nous sommes pour une Europe qui suive un processus d'unification, qui parle d'une seule voix, qui soit capable de relever les grands défis internationaux ensemble. Et deuxièmement, nous sommes pour la démocratisation de l'Europe. Nous sommes pour que les grands choix européens soient des choix assumés au vu et au su des citoyens européens. Et pas, comme on le voit encore aujourd'hui, qu'on vienne dans des accords sous la table, dans des tractations de couloirs, démentir dans la réalité les choix qu'on a fait semblant de défendre devant les citoyens européens. À ce titre, l'accord en cours entre le PPE et le PSE qui a été annoncé hier apparaît comme une mystification et une confiscation. Une mystification parce que ces formations politiques se sont présentées soi-disant l'une contre l'autre. Dans les débats que nous avons eus dans chacun des pays européens, on nous a expliqué que le choix pour les citoyens était de savoir si l'Europe serait de droite ou de gauche. Et très souvent, nous avons dû expliquer que l'Europe, les enjeux européens, ce n'était pas tout à fait comme ça que ça se faisait. Eh bien, 2 jours après l'élection seulement, dans un accord sur lequel même les députés n'ont pas été consultés, eh bien, on cherche à se répartir des postes au détriment de toute démocratie. Nous sommes profondément heurtés par ce genre de pratique. Elle nous paraît aller à l'encontre de ce que demandent les citoyens européens qui veulent de la transparence et de la clarté. Le groupe que nous formons n'est pas un groupe qui s'inscrit dans ce genre d'attitude. Nous croyons au contraire que les enjeux européens peuvent dépasser les frontières, mais qu'il faut les assumer devant les citoyens. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé l'idée de présenter à cette élection la candidature d'un homme dont la stature dépasse les partis, dont la stature historique dépasse les partis, et nous trouverions
que c'est un magnifique symbole d'élire contre les accords partisans un homme comme Bronislaw Geremek comme premier président du Parlement de l'Europe unifiée, premier président du premier Parlement de l'Europe unifiée. C'est à soi seul un symbole de l'Europe que nous voulons contre l'Europe des accords clandestins, opaques, de couloirs que les citoyens ne comprennent plus et ne veulent plus. Donc, la proposition que nous voulons faire à chacun des partis qui pourraient être intéressés, d'abord à l'UDF, à la Margarita et aux 10 partis européens à peu près, il y en a peut-être un peu plus que 10 qui ont pris contact avec nous. La proposition que nous voulons leur faire est celle de la création, sur laquelle chacun devra délibérer, d'un parti démocrate européen. Ce parti démocrate européen, Francesco Rutelli va vous expliquer les piliers de la ligne politique qu'il veut suivre. Ce Parti démocrate européen, il devra être fondé avant le 10 juillet. Nous voulons faire de ce Parti démocrate européen un des piliers d'un groupe politique qui serait le 3e groupe du Parlement européen si nous parvenons sur ce sujet à un accord avec les sortants du groupe libéral. Voilà l'idée qui change le paysage de la politique européenne que nous présentons ensemble et sur laquelle chacun de nos mouvements délibérera avant les premiers jours de juillet. Puis-je dire simplement que les relations personnelles que nous avons eues avec chacun de ceux qui sont autour de la table, le climat de confiance qui s'est créé depuis des années entre nous, a joué un rôle facilitateur. Ça n'est pas simple de changer le paysage politique d'un pays et ça n'est pas simple de changer le paysage politique européen. Si nous avons pu entreprendre cette tâche immense, c'est parce que nous avions de très fortes relations de confiance entre nous qui sont le prélude à un tel effort et le lointain écho de l'entente qui a régné entre les fondateurs de l'Europe, qui était une entente personnelle au moins autant qu'une entente politique. Est-ce que pour les journalistes italiens, ça va si je parle français? Non, c'est terrible hein, pour vous. La raison pour laquelle on est en train de coopérer avec François Bayrou depuis quelques années, et on s'est rencontrés, et la foi pour l'Europe. Véritablement, on pense qu'on est parti des pro-européens. Pro-européens. Et je pense que c'est très important que François Bayrou ait travaillé strictement avec Romano Prodi dans ces mois derniers et bâti cette initiative dans un travail qui a marché d'une façon discrète mais très efficace. Je pense qu'il faut dire quelques mots sur la situation italienne avant que j'arrive à ces
où tu voulais que j'aboutisse, et je le ferai très rapidement. Vous savez qu'en Italie, nous avons lancé une liste qui a été la première liste électorale italienne, plus que 10 millions de voix, qui a obtenu 25 élus au Parlement européen. Et nous avons essayé, je le dis franchement, nous, et quand je dis nous, c'est ceux qui sont ici. Pierluigi Castagnetti, qui est ici parce qu'il est le secrétaire du Parti populaire italien, qui va quitter le Parti populaire européen, formellement, après la décision politique qu'on a déjà prise. La Popistelli est le responsable international de la Margherita. Andrea Papini, qui est là, représente ici i démocratici. Vous savez que la Margherita est formée en Italie, est un seul parti aujourd'hui, mais qui est formé dans ses relations internationales par des forces politiques qui ont été dans les partis populaires européens et dans les LDR. Et Andrea Papini représente i Democratici, qui a été fondé par Prodi, moi-même et Arturo Parisi, qui fait partie jusqu'à présent du parti ELDR, non seulement du groupe parlementaire ELDR. Dans notre liste électorale en Italie, nous avons essayé naturellement de bâtir un groupe nouveau avec nos compagnons de voyage en Italie. Comme peut-être les journalistes italiens le savent, ça a été impossible pour des raisons tout à fait respectables par nos partenaires qui sont partis du groupe socialiste et qui savent qu'il n'est pas possible de changer la nature et la structure du groupe socialiste. Le travail qu'on a fait depuis quelques mois, des ralliements d'amitié, comme tu le disais, avec Bayrou et ses amis, je salue Marielle de Sarnez qui a été très active dans tous ces mois, avec son autorité européenne et européiste, et de bâtir quelque chose qui nous semble encore plus important et urgent après les résultats des élections européennes. On ne sort pas heureux des élections européennes. Les élections européennes ont été quelque chose de négatif en termes de participation populaire, percée des eurosceptiques, et aussi comme fragmentation du panorama des alliances qui va provoquer quelque chose qui serait véritablement négatif, c'est-à-dire une alliance entre les des groupes majeurs qui, j'imagine, serait tout à fait difficile à bâtir. Il me semble impossible un accord politique avec un groupe dont on voit, ils en font partie les conservateurs anglais. J'ajouterai M. Berlusconi. Et j'espère que ça ne va pas arriver effectivement. Et ce que François Bayrou a évoqué clairement, c'est-à-dire une perspective de personnalité et d'une entente politique pour la présidence du Parlement, non liée à des accords de couloir, comme tu les as appelés, mais à une perspective de l'Europe élargie et démocratique, peut-être la seule solution positive qu'on puisse envisager. Enfin, notre chemin. Tu as parlé de 10 partis et représentants des pays au Parlement européen qui ont travaillé, qui sont en train de travailler avec nous et qui vont se rencontrer dans les semaines prochaines avant de la constitution formelle du Parlement. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Je l'ai dit
très simplement au début, nous sommes ensemble parce que nous sommes pour l'Europe et aussi sur cela, nous suivons strictement le message de Romano Prodi, le message de son appel pour l'Europe qui a été lancé commencement de l'année. Mais l'Europe, la démocratisation de l'Europe, une Europe capable d'agir avec une politique étrangère et de défense, notre vision pour une économie sociale des marchés, l'environnement. Environnement non seulement comme protection, mais comme innovation, technologie future, et une civilisation, une bataille pour une civilisation qui est un message culturel d'intégration dans le multilatéralisme. Ça est aussi quelque chose dont l'Europe a particulièrement besoin. Mais ça sera la trace, ça sera la base pour un projet politique qu'on va bâtir avec solennité, force et vision. Je pense qu'il y en a tout à fait les conditions. Je voudrais en particulier souligner enfin que François Bayrou et son parti entrent dans le Parlement européen avec 11 élus, un très grand succès en France. Margherita aura au moins 7 élus dans le Parlement. Les autres vont avoir une force remarquable et les accords qu'on va bâtir avec soit les groupes libéral-démocrates, soit d'autres forces qui ne sont pas engagées jusqu'à présent, peut donner un changement relevant et pour nous très cohérent avec notre idée européiste et démocrate. Merci, mon nom c'est Sergio Sergi de l'Unità Italie. J'ai une question pour M. Bayrou. Vous avez attaqué très durement l'hypothèse d'un accord entre les PPE et les PCE pour le Parlement européen, pour les présidents. Et vous avez dit qu'il faut être clair entre être de gauche ou de droite. Oh non, monsieur, si j'avais dit ça, je me suis très mal exprimé car je ne crois pas à cela. Je veux dire simplement, je vais essayer de vous répondre. Le Parti socialiste en France et l'UMP en France ont conduit toute leur campagne électorale en expliquant aux citoyens que le choix était entre une Europe de gauche et une Europe de droite. Je me suis constamment opposé à cette idée, que je trouve absurde. Je ne crois pas, quant à moi, que l'Europe soit une idée de gauche ou une idée de droite. Je pense que c'est que l'Europe n'existe pas encore et que le plus important est de la faire exister et de la démocratiser. Mais voir ces deux mouvements tromper les citoyens au point de leur expliquer que l'enjeu était d'écarter l'autre camp et le lendemain de l'élection de faire un accord sous la table pour se partager les postes entre ces deux mouvements, c'est une mystification électorale. C'est un abus de confiance. Au sens propre, c'est un abus de confiance. J'ai eu moi-même des accrochages virulents dans les débats électoraux en disant « mais ce n'est pas la vérité que vous êtes en train de dire aux Français ». Eh bien, 48 heures après l'élection seulement, voir une telle mystification aboutir à un accord de couloir, pour moi, c'est le contraire de l'Europe que nous avons à construire. Je pense que l'idée européenne doit dépasser les clivages, mais que pour ceux qui se sont présentés devant les électeurs
en faisant campagne uniquement sur ce clivage gauche-droite absurde, c'est un abus de confiance le lendemain de l'élection que d'aller passer ainsi des accords clandestins, de couloir. Mais il était très juste que si j'avais défendu devant vous l'idée que le clivage européen était gauche ou droite, alors je n'aurais pas été logique avec moi-même. Et d'ailleurs, je n'aurais pas été à cette tribune avec Francesco Rutelli. Oui, je voulais demander à M. Rutelli, dans la mesure où il a fait liste commune avec M. D'Alema et donc les socialistes italiens, si cet accord technique PPE-PSE devait avoir lieu, est-ce qu'il demanderait à M. D'Alema et à ses députés de rejoindre le nouveau groupe, sinon le nouveau parti? Comme je vous l'ai dit auparavant, je pense que les choses sont en mouvement, ne sont pas bloquées. Alors je pense que c'est très difficile pour... Vous voyez la chose très intéressante, vous la voyez très bien, hein, qui est en train de se vérifier ici, et que dans les groupes parlementaires, moi j'étais par exemple dans la... Je suis député jusqu'à quand 15 jours peut-être encore. Non, 20 jours. Le 19. Alors, j'ai presque un mois encore comme député européen. Et j'étais dans un groupe qui est un groupe très apprécié, qui a travaillé très bien, et qui avait des gens qui sont dans le centre droit ou le centre gauche dans des pays différents, comme vous le savez, le groupe LDR. Et qui a fait une majorité de centre gauche plutôt sur les politiques d'environnement, sur les politiques institutionnelles et parfois des accords sur l'économie avec le PP. Vous connaissez les records du Parlement européen. Alors naturellement, une chose est l'activité du Parlement et une chose sont les accords stratégiques. Je pense que ce que François Bayrou a dit auparavant est très intéressant parce que, c'est-à-dire, il n'y a pas d'accord stratégique droite-gauche qui est impossible pour la présidence du Parlement. Essayons un accord pour une nouvelle Europe, un accord européiste. Alors, je me sens de vous confirmer que nos amis dans notre coalition italienne ne sont pas d'accord à faire un accord avec les conservateurs. Et je pense que cette idée de lancer l'action plutôt sur la méthode, sur les objectifs et les personnalités pourrait aboutir quelque part. Je voudrais, Monsieur Claude, je voudrais simplement corriger un mot. On dit que c'est un accord technique, ce n'est pas vrai. C'est un accord politique puisqu'ils vont voter les uns pour les autres. C'est une répartition des postes fondée sur l'idée qu'il faut que les deux partis principaux verrouillent l'élection à l'avance. Ceci n'est nullement technique, c'est éminemment politique. Ce n'est pas un accord technique, c'est en réalité un accord politique, fondé sur le verrouillage du Parlement européen. Et s'il est un besoin et une exigence et une urgence pour le premier Parlement de l'Europe unifiée, c'est de ne pas être verrouillé. La richesse du Parlement européen, selon moi, qui y ai siégé pendant 3 ans, la richesse du Parlement européen, c'est la liberté de vote. La liberté d'expression et d'opinion des membres du Parlement européen qui représentent ici les peuples de l'Europe. Or, pour moi, les peuples de l'Europe n'ont pas à être verrouillés par un accord entre le PPE et le PSE.
Accord, je veux y insister, qui unit des gens qui ne pensent la même chose sur rien, y compris à l'intérieur de chaque groupe. C'est ainsi qu'on va amener les représentants de la droite française à voter pour une personnalité respectable, mais dont il est de notoriété publique qu'elle est l'ennemi absolu de la politique agricole commune. Alors je voudrais bien voir, je répète, ce n'est pas un accord technique, c'est un accord politique de verrouillage. Mais c'est pas terminé. Per i giornalisti italiani mi pare che sia un accordo politico ma molto fragile, perché sarebbe incomprensibile che i membri italiani del gruppo socialista potessero votare Tajani come Presidente del Parlamento europeo e che i membri di Forza Italia potessero votare D'Alema o qualche altro, e quindi mi pare che sia un accordo così politicamente rischioso da non poter reggere alla prova delle elezioni del Presidente, perché quello che è accaduto in Francia è accaduto anche in Italia. È inverosimile che quelli di Forza Italia, che sono una delle parti più importanti, le componenti più importanti del PPE, possano votare un socialista italiano e viceversa. Molto meglio la chiarezza, la coerenza, questa è la ragione per cui... Possono votare il capo Schulz, ecco, appunto. Appunto. Non, je oui. Mal à la distribuer entre Voilà, vous. j'ai 3 petites questions. Je ne vous vois pas, je ne sais pas qui... Ah oui, très bien. Bonjour. Bonjour. On s'est déjà vu hier. Oui. 3 questions, une pratique... 3 petites questions. une pratique, une sur la stratégie et l'autre de contenu. La question pratique, puisqu'ici il s'agit bien d'un parti, parce que si c'était l'élargissement du groupe, il y aurait Bien nécessairement M. Watson qui n'est Non, pas là. Donc sur la constitution du parti, puisque vous appartenez à d'autres partis, j'aurais voulu savoir si vous pouvez nous indiquer, et M. Castanet et M. Després, vous appartenez tous à d'autres partis européens, quand est-ce que vous allez les quitter? Ça, c'est une première juste détail pratique. Sur la stratégie, c'est clair que si les PPE, le PSC est en train de faire un accord, parce qu'ils sont encore en train de discuter en ce moment même pour un accord, c'est parce que dans l'ancienne législature, il y a eu un accord sur la présidence qui n'a pas été respecté dans les votes après. Parce que les libéraux ont après voté avec le centre-gauche, après avoir fait un accord avec le... Ça, tout le monde connaît l'histoire. Quels sont les gages que vous pouvez donner, les raisons, les motivations pour que ça ne se fasse plus? Vous l'avez déjà dit plusieurs fois maintenant, mais est-ce que vous pouvez, d'une façon ou d'une autre, donner des gages, par exemple, au groupe socialiste pour que ça ne se passera pas comme ça? Et la troisième question, puisque vous vous dites pro-européen, on est à la veille d'un éventuel accord sur une constitution, j'aurais voulu savoir globalement quelle est votre position sur le draft irlandais sur la constitution. Merci. Oh, très rapidement. À la première question, nous faisons une proposition à tous les partis intéressés de création d'un nouveau parti européen. Chacun des partis délibérera. Et dès cet instant-là, entrant dans un parti nouveau, évidemment, il cesse d'appartenir au parti ancien. Deuxième question. Dieu sait que s'il y a une chose que je ne ferai jamais, en tout cas pour moi, c'est de donner des gages qui lieraient les mains à l'avance sur des votes dont je ne connais pas le contenu. Ceci est pour moi le contraire de la démocratie. J'ai refusé de le faire en France, comme vous savez, ce n'est pas pour le faire en Europe. L'idée européenne, c'est au contraire la démocratie. Quant au troisième point, et donc la liberté de vote. Et donc l'idée que le Parlement peut se donner un président qui ne dépende pas d'accords a priori et qui empêche la liberté d'expression des élus. Et troisièmement, sur la Constitution. D'abord, il faut avouer entre nous qu'il est singulier qu'on adopte une constitution, qu'on nous annonce l'adoption d'une constitution
pour le 17 et 18 juin, alors qu'on a voté le 13 juin sans nous donner la moindre information sur le contenu des négociations en cours. Qu'est-ce qui, pour moi, prime? Premièrement, la simplification. Non, il y a un préalable. Qu'est-ce qui, pour moi, prime? Un, le fait que nous ayons une constitution. Parce que dès l'instant qu'on a une constitution, les citoyens européens deviennent concitoyens. Ils ne sont plus des citoyens, ils ne sont plus seulement des citoyens nationaux, ils deviennent des concitoyens européens. Et donc pour moi, qui ai été un des promoteurs de l'idée de constitution, c'est cela qui est le plus important. Deuxièmement, si je devais m'adresser à ceux qui vont signer un accord, je dirais, premièrement, la simplification des institutions pour que les citoyens y comprennent quelque chose. Deuxièmement, des seuils accessibles pour les décisions. Qu'est-ce que j'oublie? Voilà. Ça suffit. E forse Castagnetti deve rispondere, anche là può aggiungere una cosa. No, sono d'accordo sulla sua risposta per quanto riguarda il nostro rapporto con il PPE. È ovvio che dobbiamo decidere, è assolutamente impossibile che si faccia parte di due partiti contemporaneamente. Mademoiselle. Merci. E anche la Margherita nelle prossime settimane ha già convocato prima la direzione e poi l'Assemblea federale per mettere democraticamente alla valutazione del partito il percorso su cui abbiamo lavorato in questi mesi. Quindi anche noi adotteremo nei tempi e nei modi secondo statuto la nostra decisione formale. Inga Czernypół, Gazeta Wyborcza Polonie. Je voulais confirmer, est-ce que Union des Libertés UW a finalement... On n'entend pas, non si sente. Alors, je voulais confirmer, est-ce que UW, Union des Libertés, a finalement décidé de rester au sein de LDR? Et puis, si je suis au courant, M. Guéramek, il était prévu au début comme le président de votre nouveau parti, et maintenant vous le proposez comme président du Parlement européen. Est-ce qu'il est au courant? Parla tu, su Guéramek. Il me semble qu'il est au courant. Non, chacun des partis va délibérer. Puis-je vous donner ma vision personnelle? Ma vision personnelle. Mais c'est une vision qui demande à être confirmée par chacun. C'est une proposition politique. Je pense que ces deux démarches politiques, ELDR d'un côté et les démocrates pour l'Europe de l'autre, en tout cas le Parti démocrate européen que nous proposons de fonder, devront un jour s'unifier. Parce que je pense qu'il y a place pour trois grandes propositions politiques en Europe, mais pas pour une multitude de propositions politiques en Europe. Mais naturellement, ceci est un processus. Le fait de, si nous y arrivons, de former un groupe ensemble, c'est une manière d'avancer vers ce processus. Mademoiselle Rivet. Justement, moi je pensais qu'aujourd'hui vous alliez annoncer non seulement la création du parti, mais aussi celle du groupe. Or, vous avez dit tout à l'heure que c'était pas sûr, que peut-être que Graham Watson ne voudrait pas. Il y a du recul là-dessus? En rien. J'ai mal compris? Non. Francesco Rutelli et moi nous exprimons avec prudence parce que nous tenons beaucoup à la démocratie interne de nos mouvements et de nos délégations. Nous voulons à chaque étape faire avaliser par des votes et par des débats les orientations que nous prenons. Voilà pourquoi nous ne disons pas c'est fait, mais nous montrons un processus. Si ça c'était pour François Bayrou, c'était décidé ce matin à 9h, naturellement. Mais nous avons besoin d'en discuter, de bâtir dans
organismes démocratiques, mais dans lesquels nous avons la confiance qu'ils seront d'accord. Ils seront d'accord et naturellement, on a parlé avec Graham Watson hier, ce matin. Graham Watson est maintenant au groupe, au meeting de LDR pour présenter le processus qui est en cours naturellement. Dans ce moment, il a peut-être terminé sa relation. Non partiamo da zero. Buon anno. Oui, oui, une double question pour M. Bayrou. Puisque vous dites, vous semblez critiquer un accord politique entre démocrates et vous souhaiterez l'élection d'une personnalité, disons, si j'ai bien compris, plus indépendante de ce verrouillage politique. Comment ça se fait, d'une part, que vous proposez un libéral, d'autre part, que vous proposez un libéral polonais quand la Pologne a eu le plus bas pourcentage des voix en Europe, et une personnalité dont est-ce que vous garantissez qu'il est vraiment un euro-enthousiaste? N'aurait-il été mieux de proposer, puisque vous le souhaitez, une personnalité du camp socialiste ou du camp démocrate chrétien qui soit vraiment bien connu pour son euro-enthousiasme? Monsieur, premièrement, sur le fond, ce que je critique, ce sont les accords de couloir entre des partis qui ont annoncé aux citoyens qu'ils ne feraient jamais d'accord entre eux. Ils ont présenté aux citoyens européens leur affrontement comme étant la raison même de leur existence. Le Parti socialiste en France a dit aux citoyens, nous nous présentons pour que cette droite-là, le PPE, soit minoritaire. Et derrière, ils font un accord. Et vous voyez que là, il y a un abus de confiance. Deuxièmement, si j'avais été polonais dans les années 80, 70, j'aurais été libéral. Je veux dire, je me serais senti libéral. Parce que ce qui manquait le plus, c'était la liberté. Et la liberté, une fois établie, chacun voit bien qu'il y a besoin de solidarité aussi. Et le fait que Geremek ait été un des promoteurs de Solidarnosc, ça veut dire pour moi quelque chose de très important. Donc je ne crois pas qu'il y ait ainsi exclusion entre ceux qui ont voulu la liberté et ceux qui ont voulu la solidarité. Je pense même que c'est de leur rencontre que naîtra un nouveau modèle européen. Telle est ma conviction. Et troisièmement, comme Francesco l'a dit, il s'agit pour nous d'une méthode qui considère que les clivages politiques devraient être moins importants dans un Parlement comme celui-ci et qu'on devrait pouvoir dépasser les clivages politiques pour symboliser une institution par des hommes dont le rayonnement, l'histoire personnelle ont une signification en soi. Il y a des personnalités européennes que j'admire, bien qu'elles appartiennent au Parti socialiste européen. Les liens entre Jacques Delors et moi ne sont pas un mystère. J'ai choisi exprès en dehors du Parlement pour que... Et il y a des personnalités au Parti populaire européen que j'admire. Par exemple, j'ai dit hier que je considérais que Jean-Claude Juncker était le meilleur choix pour la fonction politique la plus éminente des institutions européennes. Oui, vas-y. Je voudrais poser moi-même une question. Est-ce qu'on pense qu'après ces élections,
e la delusione, disons-nous, une eurodelusione. Est-ce qu'il n'est la solution serait un accord politique-politicien absurde après ces cauchemars des élections européennes où 43% des électeurs ont voté, en Italie 73%. On en est heureux. Mais 43-44 en Europe, en moyenne. À l'Est, c'est qui est arrivé. Alors, ne faudrait-il revenir aux pères fondateurs et à une idée renouvelée des pères fondateurs? Franchement, je vois des personnalités, voyons, mais une personnalité comme Guéremek comme un père fondateur de la nouvelle Europe. Alors, il faut donner aux Européens des idées, des opportunités, et pas un accord bloqué entre familles politiques qui se battent l'une contre l'autre tous les jours, plutôt qu'une solution visionnaire, peut-être. Et quand je vois ici M. Dani Cohn-Bendit qui est là par hasard. Non, il est là par hasard, il ne va pas parler, pas du tout naturellement, parce qu'on n'a pas le temps. On va te donner le micro. Moi, je ne suis pas surpris si Dani a dit hier la même chose que François Bayrou a dit. Va bene, va bene. Comme vous le voyez, il a parlé. Dani, tu veux... Non, il a dit la même chose que tu as dit, ou tu as dit la même chose que lui a dit sur Juncker, c'est-à-dire un pro-européen, first of all, un pro-européen. Dani va peut-être dire, je trouve intéressant que Dani dise un petit mot sur cet accord de verrouillage PPE-PSE. Non, parce que votre futur collègue, M. Watson, va rencontrer les socialistes cet après-midi. Nous les avons rencontrés ce matin. Et la chose est claire et pas claire. Le problème, non, c'est vraiment, au Parti socialiste, la candidature Rocard est verrouillée par la délégation française. La délégation française a dit, puisque nous on est contre l'accord avec le PPE, il n'y aura pas de candidat socialiste français pour la présidence. Donc, moi j'ai dit, on a dit aux socialistes que nous on croyait qu'il y avait une majorité du centre-gauche possible, puisque avec les libéraux, les réformateurs, on est à -10 de la majorité, et qu'il manque, et sur les 100 qui nagent, on peut avoir un tiers, donc c'est la majorité. Donc le problème maintenant, à partir d'aujourd'hui, se pose, si tout le monde accepte le ticket Guéremek-Rocard, Rocard-Guéremek, de l'autre côté, il y a qui? Il y a Pöttering et Bonde. Eh bien moi, je veux ce débat en Europe. Ben oui, c'est ça, puisqu'il n'y a pas d'autre chose. Donc, est-ce que aujourd'hui, on est capable de mener dans l'opinion publique une bagarre, Rocard-Guéremek contre Pöttering-Bonde? Oui, mais c'est ça l'accord. C'est ça. Mais à part ça, Pöttering n'a personne. Donc c'est la droite, les eurosceptiques et l'extrême droite contre le centre-gauche. Et moi je dis, c'est une bagarre à mener. On gagne ou on perd, j'en sais rien. Mais voilà la réalité. Donc. Et à partir de là, je dis ça pas pour raconter des histoires, à partir de là, la position socialiste devient moins sûre. C'est-à-dire que cet accord, ça veut dire quoi? 24 responsables de délégation, 23 sur 25, se sont prononcés pour cet accord des deux grands, mais sans avoir une réflexion à fond sur les possibilités de ce Parlement. Et tout le problème, c'est que c'est confisqué par des chefs de délégation sans qu'il y ait un véritable débat des élus, puisqu'ils ne sont même pas encore là. Donc il y a un accord entre l'Europe d'en haut contre l'Europe des élus. C'est ça d'abord la situation. Et moi je dis, et c'est là pourquoi je suis là, il faut qu'on continue à essayer d'ouvrir cet espace. Après on verra ce qui se passera. Et moi je veux une chose. Oh, tu t'es pas raté des salles. Non. Ici, hein? Je te pose une question. Est-ce que tu es prêt à vraiment discuter avec Watson
pour que le groupe réformateur libéral se positionne sur une ligne qui nous permettrait une ouverture contre la fermeture. C'est la contribution. Excusez-moi, vous parlez au nom de quel journal? Au nom du Pavé Plage, un des journaux les plus importants de Francfort, qui a malheureusement disparu il y a 10 ans. Voilà. Monsieur. Oui, comme je suis un journaliste, je voudrais poser la question, effectivement, peut-être similaire. C'est-à-dire, je demande à M. Rutelli, est-ce que vous avez parlé avec vos collègues italiens qui étaient dans la liste Prodi, donc les DS en particulier, pour demander de s'opposer à cet accord, évidemment en alliance peut-être avec les socialistes qui sont les autres, qui sont aujourd'hui la force la plus forte dans les partis socialistes. L'autre chose, et ça c'est une question différente, très différente, est-ce que le fait d'avoir cette perspective de créer un nouveau parti démocrate qui va être concurrencié par rapport au Parti populaire, mais qui va être aussi concurrentiel peut-être par rapport au parti libéral européen, n'effraie un peu vos amis de l'LLDR, surtout Watson. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous enlevez des députés, des eurodéputés au Parti populaire, mais demain, dans quelques heures, vous pourrez enlever des députés aussi à l'LLDR s'il y avait, au moins dans les équilibres internes. Donc, ce n'est pas un peu un problème avec eux. Et la dernière chose, c'est très important de comprendre, Monsieur Cohn-Bendit, hier, avait dit, on va à cette bagarre. Il y a un règlement européen qui prévoit que les premiers 2 votes sont des votes à la majorité absolue, la troisième c'est la majorité relative. Donc c'est un peu ça qu'il faut comprendre pour les journalistes. Est-ce que c'est ça que vous avez en tête aussi, d'aller à la bagarre avec le nom de Jeremek, avec une majorité qui ne sera pas peut-être absolue au début, mais qui pourrait être finalement au troisième vote la majorité qui décide? Première question, je pense que j'avais déjà répondu, en tout cas je répète. Et nos amis des DS m'ont dit que la chose n'est pas conclue. Et ça, j'espère. À propos de la concurrence, je voudrais utiliser les mots dans le sens latin du mot. Cum correre insieme, va bene? Courir ensemble. Et même se rapprocher. C'est-à-dire plutôt une convergence que non une compétition négative. Voilà, si je puis ajouter un mot. Vous aurez observé en regardant la carte de l'Europe que cette convergence est rendue tout à fait possible par le fait que, selon les pays, la sensibilité que nous formons existe et est forte, et que nous n'avons pas le parallèle dans d'autres pays. Par exemple, il n'y a pas de libéraux en France, je veux dire. Il n'y a plus de parti politique portant l'étiquette ou l'appartenance à l'ELDR en France. Il n'y en a plus. Vous voyez bien que ça peut permettre... en revanche, naturellement, en Espagne, vous voyez bien qu'il n'y en a pas. En Allemagne, c'est le cas inverse. Donc, nous sommes extrêmement complémentaires sur la carte de l'Europe, ce qui rend la convergence possible. Encore une fois, pour moi, il s'agit de bâtir un courant politique à vocation majoritaire. Et donc, ça veut dire que l'on fait des rapprochements à condition d'accepter les principes fondateurs qui soient les mêmes. Il me semble que cela est tout à fait envisageable à l'échéance de 3 ans peut-être, 2-3 ans peut-être. Il faut naturellement que les maturations se fassent. Je sais très bien
combien tout ça exige d'efforts. Une dernière petite question que j'ai oubliée tout à l'heure. Hier, M. Cohn-Bendit disait « Nous, on veut Juncker ». Non, justement, mais il a dit une chose qui m'a très étonnée. On veut Juncker à la présidence de la Commission. Si ce n'est pas lui, on va faire une opposition radicale. On va accepter aucun autre candidat. J'ai du mal à croire qu'un groupe qui veut élargir le groupe libéral ne pourrait pas voter pour Verhofstadt qui vient de la famille libérale, par exemple. Donc je voudrais savoir quelle est votre position du vote par rapport à un choix de Verhofstadt ou éventuellement de Schussel. Non, et je pense qu'il faut attendre, parce qu'on ne sait pas ce qui sera posé comme proposition aujourd'hui au Conseil. On ne sait pas. Et je pense qu'on a un mois avant de l'élection du président du Parlement. C'est-à-dire que peut-être les choses ne sont pas tellement verrouillées comme le disait François. Si je peux ajouter un mot encore, finalement, je l'ajouterai à propos de la Constitution. Nous pensons que la méthode communautaire est l'histoire même de l'Europe, et d'Europe dans laquelle nous croyons. Alors, espérons qu'aujourd'hui, dans les conseils, et demain, et après-demain, il n'y ait pas cette hypothèque, hein, comment dit-on, cette hypothèque par le Royaume-Uni contre une constitution et une hypothèque qui, avec les référendums, pourrait nous amener à une victoire des eurosceptiques. C'est aussi pour cela qu'on est aujourd'hui très préoccupé, très mobilisé. Se posso aggiungere una... Possiamo dire che sosterremo il candidato alla presidenza più europeista, perché mi pare che sia evidente che il nostro gruppo in Parlamento europeo sarà il gruppo più europeista, inequivocabilmente europeista e più coerente sotto questo punto di vista. I due grandi gruppi hanno dentro di sé su questo tema troppi equivoci, troppe contraddizioni e sono paralizzati. Noi vogliamo abbiamo deciso di lasciare i gruppi di appartenenza soprattutto perché non riteniamo più sopportabili le contraddizioni sulla linea dell'europeismo. Questa è la nostra linea. E per quanto riguarda il PPE, ancora non possiamo dire con precisione i nomi dei partiti, perché ogni partito deve decidere, ma alla fine vedrete che molti partiti fondatori del PPE lo abbandoneranno per questa ragione, perché il PPE, come disse Helmut Kohl a Berlino il 5 maggio del 98, subito dopo la nascita dell'euro, sta diventando la pattumiera di tutti gli scontenti dell'Europa e il PPE non può diventare questa cosa. Noi due, Bayrou e il sottoscritto, rappresentiamo due tra i maggiori partiti fondatori del PPE. Per noi è una scelta difficile, anche sofferta, ma è una scelta imposta dalla esigenza di essere coerenti con questo tema. Il PPE è nato per sostenere l'integrazione europea e oggi è diventato un partito che frena il processo di integrazione. Assolutamente. Magnifico.